Voilà, donc je pense que la Pologne a vécu une période qui a été marquée par beaucoup d'illusions, de déboires, de désenchantements, qui a conduit aussi à une dépolitisation du peuple polonais, à une perte de sa cohésion et de son unité nationale. Donc on pourrait dire que à ce bilan négatif, on pourrait devenir très pessimiste. Mais je ne le suis pas parce que l'histoire nous montre, et en particulier en Pologne, que l'esprit national, l'identité, la culture polonaise, on ne peut pas l'éradiquer et qu'elle conserve toujours une force et une vitalité qui me fait croire et penser très fort que une nouvelle résurrection, une nouvelle restauration de la Pologne, telle que les Polonais le décideront bien sûr, et quand ils le décideront, est possible et en tous les cas, c'est à mes yeux à l'ordre du jour. Merci. Voilà. Oui, alors au cours de votre vie professionnelle, vous avez été un des cadres du Parti communiste français et chargé à la CGT des relations internationales. Donc vous avez rempli des fonctions très importantes. Euh, Comment voyez-vous se passer? Dans quelle mesure aujourd'hui vous continuez votre activité syndicale et comment vous voyez l'évolution du mouvement syndical dans le monde et en particulier en France? Ah, c'est une vaste question, mais Oui. d'abord je dirais que je suis très redevable à ma famille parce que mes parents, ma mère et mon père étaient des militants. Ma mère travaillait à la manufacture des tabacs du Mans et mon père était cheminot. Ils n'étaient pas membres du Parti communiste, mais ils étaient des militants actifs de la CGT et ils étaient très fiers de valoriser la Pologne populaire. En tous les cas, c'était le choix qu'ils avaient fait parce qu'ils se sentaient d'une certaine façon aussi redevables au système politique qui avait contribué à la libération de la Pologne et qui avait contribué à lui redonner, en tous les cas, une existence et une unité, une fierté nationale. Voilà. Alors moi j'ai été élevé dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé mes activités professionnelles, j'ai travaillé à Air France. Il m'a semblé tout à fait normal, logique en quelque sorte, par rapport à ma culture familiale, d'adhérer à la CGT, puis par la suite au Parti communiste. Et comme je ne concevais pas d'être seulement adhérent, mais que je pensais qu'il était normal que je milite, que j'apporte ma contribution comme travailleur syndiqué, j'ai donc eu différentes responsabilités dans mon entreprise. J'ai été élu par les travailleurs et d'ailleurs ainsi jusqu'à mes responsabilités nationales à la CGT. J'ai donc exercé différentes tâches et on a voulu me faire confiance en m'en donnant d'autres plus significatives, plus importantes, en particulier dans la région parisienne, dans le département où se trouvait l'aéroport d'Orly, où je travaillais, et je suis là devenu le secrétaire général des syndicats de toute cette importante partie de la région parisienne que l'on appelle le Val-de-Marne. Quand je suis devenu le secrétaire général, j'étais déjà membre, j'avais déjà adhéré au Parti communiste et j'étais devenu entre-temps aussi un dirigeant du Parti communiste de la fédération donc du Val-de-Marne, qui est une fédération parmi les plus puissantes du Parti communiste et où militait entre autres le secrétaire général de Georges Marchais. Voilà. Et donc très très vite, on m'a confié des responsabilités nationales. J'ai été un des plus jeunes membres pas un des plus jeunes, le plus jeune membre du comité central du Parti communiste, où je suis rentré en 1981
Et quelque temps plus tard, par ailleurs, je suis aussi devenu membre de la direction nationale de la CGT. Voilà, j'ai exercé ces deux responsabilités dans une démarche très indépendante et très dissociée, et l'une de l'autre, parce que c'était aussi ma conception. Mais je militais activement au parti et j'assumais mes responsabilités à la CGT en toute indépendance. Voilà. Et puis, à la fin des années 80, j'ai, dans mes responsabilités, assumé plusieurs tâches internationales et entre autres des responsabilités qui m'ont remis en contact avec la Pologne et avec le mouvement syndical polonais. Et puis en 1990, je suis devenu le responsable des relations internationales de la CGT. Voilà. Et à ce titre, bon, j'ai essayé de développer, de contribuer comme responsable international et aussi comme dirigeant national de la CGT, une activité permettant d'ouvrir la CGT à la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle était, telle qu'elle est, du mouvement syndical international, c'est-à-dire un mouvement syndical qui est très diversifié, qui est d'orientation, de pratiques, d'histoire extrêmement variées. À mes yeux, ce qui était important, c'était de construire une activité internationale qui puisse permettre d'être utile aux luttes, d'être utile à l'action des travailleurs où qu'ils se trouvent, et simultanément, parce que c'est aussi notre conception à la CGT, non seulement agir pour des revendications immédiates, mais aussi agir pour une transformation de la société, c'est-à-dire avoir notre vision propre d'un changement de la société qui réponde à la fois aux besoins immédiats, mais aussi plus lointains en quelque sorte, des travailleurs, et d'avoir une responsabilité étendue dans l'exercice du pouvoir, à la fois économique, social, politique, depuis leur entreprise jusqu'aux affaires de l'État. Voilà. Alors j'ai travaillé à ça avec beaucoup d'autres organisations et nous avons réussi à construire à cette époque un mouvement syndical international combatif, unitaire et qui a ouvert un certain nombre de perspectives permettant d'envisager un renouveau du syndicalisme international. Car il faut savoir que avec la chute de l'Union soviétique, avec le changement du rapport de force international, on a eu une évolution importante du syndicalisme international qui a été entre autres marquée par l'affaiblissement de la Fédération syndicale mondiale, à laquelle d'ailleurs la CGT était non seulement adhérente, mais une des organisations fondatrices à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était l'organisation qui regroupait à cette époque toutes les organisations syndicales dans le monde, en particulier celles qui avaient vaincu le fascisme. Voilà. Alors, bon, j'ai donc travaillé à cette démarche nouvelle qui se voulait donc très, très ouverte, une démarche unitaire, démarche respectueuse des autres, sans pratiquer, comme le font malheureusement certaines organisations syndicales, une forme d'exorcisme ou d'exclusion à l'égard d'autres, d'ostracisme plutôt, à l'égard d'autres organisations. Et donc, voilà mon travail au département international. Ça s'est conclu à la fin des années 90, début 2000, où la CGT a procédé, à la faveur de certains événements, a procédé à une réorientation de son travail politique, donc
à la mise en œuvre d'une autre stratégie que je dirais plus conciliatrice avec les institutions, avec une démarche de caractère de négociation, disons, de concertation, beaucoup plus que précédemment où nous considérions que dans un rapport de force, ce qui était essentiel est l'action avant d'engager quelque discussion que ce soit avec l'adversaire, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le patronat. Donc j'ai exprimé mes désaccords à cette époque, et y compris mes désaccords avec une vision un peu illusoire et idyllique de ce qu'était la construction de l'Union européenne, qui, à mes yeux, est et toujours une construction capitaliste de surcroît souhaitée et voulue par les États-Unis pour permettre de garantir en quelque sorte en Europe, vieux continent de tradition de lutte et de tradition ouvrière, de garantir le développement d'un néolibéralisme extrêmement destructeur sur le plan social, rôle qui est celui de l'Union européenne, avec toutes les conséquences que l'on sait depuis de nombreuses années, l'augmentation très très importante du chômage et de la précarité, de la pauvreté, je dirais en particulier dans des pays comme les nôtres, comme l'Allemagne ou la France, où l'on voit une extension de la pauvreté de masse, qui est d'ailleurs à l'origine, pour une part, des conflits que nous connaissons. Voilà. Alors voilà, c'est un peu résumer Oui. ce qu'ont été mes activités pendant toute la période, disons, de mes activités professionnelles à Air France, puis mes responsabilités syndicales et politiques. Mais aujourd'hui, le combat continue. Alors, où en est-on ? Le combat continue, j'allais dire inévitablement, parce que la situation des travailleurs s'est sensiblement dégradée, et que, bon, ce n'est pas le fait d'une sorte de fatalité, c'est le résultat d'orientations politiques, sociales, économiques, qui ne sont pas indifférentes à la crise, et surtout la crise qui vient dans toute sa dimension, puisque l'on peut dire que la marchandisation de la vie économique, mais pas seulement environnementale, par exemple, aujourd'hui a atteint un tel niveau que le divorce s'accroît entre les besoins des gens, les besoins des peuples, et ce système oligarchique qui s'est mis en place et qui n'a pour finalité que de réduire par tous les moyens la protection sociale, comme nous le voyons actuellement à travers les luttes sur les retraites. En fait, nous sommes de plus en plus confrontés à des choix de société, et je pense que c'est quelque chose dont bien des gens, bien des travailleurs ont conscience. Je lisais récemment une enquête de la commission du laboratoire, plutôt, Edelman, qui est un laboratoire de prospective économique, sociale et politique, qui produit un rapport annuel et qui montre d'une façon significative mondialement que près de 71% de la population mondiale considère que le système capitaliste est un système incapable de répondre aux besoins humains, et qui est un système par ailleurs extrêmement dangereux pour le devenir de l'humanité, et 73%
cette enquête dans différents pays sur les 5 continents, fait apparaître le besoin d'un changement de système d'une façon très très nette. J'en tire la conclusion donc que ce divorce, que cet écart, que ce ravin entre les besoins des gens et les réalités économiques et sociales qu'on cherche à leur imposer au bénéfice de quelques-uns, car si la situation ne cesse de se dégrader pour les peuples et les travailleurs, dans le même temps, on voit cette explosion des profits, de la richesse. La France, par exemple, est le pays en Europe qui reverse le plus haut niveau de dividendes à ses actionnaire. Moi, j'ai été particulièrement scandalisé quand j'ai vu que le président directeur général de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui a été arrêté au Japon et puis qui a réussi à s'en échapper, touchait de salaire uniquement près de 15 millions d'euros par an et qu'il avait été capable d'organiser au château de Versailles une réception pour 130 de ses invités à l'occasion de son anniversaire qui avait coûté la bagatelle de 1 250 000 euros. Voilà. Eh bien, cette richesse insolente, cette explosion du nombre de milliardaires, il faut savoir que le chiffre de milliardaires, nous en connaissons au niveau mondial, je crois, près de 2600, a augmenté de près de 500 au cours des 5 dernières années. Cette richesse insolente, à une extrémité, est une véritable insulte à l'égard de ceux qui connaissent et vivent quotidiennement ces inégalités qui s'accroissent dans tous les domaines de leur vie. Vers la France, au milieu de leur croisière, entre guillemets, sur la Méditerranée, la fin de la guerre a été annoncée. Donc quand ils sont arrivés en France, et donc il y a eu la conférence de presse, le Premier ministre à l'époque, qui était le Premier ministre socialiste, François Mitterrand venait d'être élu président, avait déclaré qu'il recevrait la délégation d'ailleurs, bon, etc.